Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Koutoub avec le docteur Mohamed Taran et son troisième roman, L'été du chirurgien, paru aux éditions françaises L'Harmattan. Alors sahla, docteur Taran. Vous êtes chirurgien de profession et comme vous dites, vous êtes écrivain par vocation. Vous êtes établi au Nigeria depuis 15 ans déjà et vous êtes l'auteur de 4 scénarios cinématographiques et de 2 romans avant L'été du chirurgien, qui sont Arachide, paru chez Présence africaine en 1997, et sélectionné pour les prix Méditerranée et France-Liban. Ensuite, Nostalgie, publié aux éditions FMA à Beyrouth en 1999, qui avait été sélectionné pour le prix El Odos et pour le prix Méditerranée 2001. Que de sélections! Peut-être maintenant un prix avec L'été du chirurgien alors? Je n'ai pas encore demandé à l'éditeur. En général, c'est les éditeurs qui sont mis au courant entre Vous avez le du premier. succès. Vous avez du succès et c'est un succès mérité. Par exemple, je vous en prie, ce qui attire, par exemple, l'attention dans votre livre, dernier livre, L'été du chirurgien, c'est le fait que vous parlez de la guerre. Et c'est un livre largement autobiographique, si je peux dire, on en discutera tout à l'heure, mais le fait qu'il parle de la guerre d'une manière un peu inédite, dans le sens où la trame de votre récit et vos personnages n'arrêtent pas de vouloir aller les uns vers les autres. Vers les autres, exactement. Mais justement, c'est tout à fait mes convictions, là. Je crois que nous avons été manipulés pendant cette guerre-là. Je crois que si vous nous avez donné notre paix, si vous nous avez fichu la paix, ok, nous aurions justement tous, enfin des deux camps, des deux grands camps, aller là, les uns vers les autres, certainement. Ma conviction est cette guerre était tellement absurde, aussi absurde que et réelle qu'imposée et justement montée pièce par pièce, etc. Moi, je crois que il y a eu pas mal d'accalmie, remarquez. Et puis je voyais des gens, et j'étais frappé. Je me souviens à l'époque, j'étais à l'étranger et je voyais, et ça me réjouissait de voir. Attendez, Tarek était à l'étranger ou vous étiez à l'étranger? Là, vous m'avez coincé. C'est dire. Donc, votre question, c'est de savoir si Tarek et moi. Tarek et moi. D'accord. Oui. Tarek, c'est typiquement moi. Donc, il faut dire, parce que je me permets de vous interrompre, parce que vous-même, dans votre récit, vous plantez immédiatement vos personnages. Dès les premières pages, on sait un peu qui sont les protagonistes, en parenthèse, qui sont... Donc, il y a Tarek, qui est chirurgien, il a 30 ans, il a étudié en France. Il a vécu 4 ans au Maroc. Il a fait un séjour au Maroc, oui. Exactement. Et puis ensuite, il y a Racha, la femme qui plaît à Tarek et qui deviendra son amante. Et qui est... donc, Tarek est musulman, Racha est chrétienne. Il y a Roger qui est chrétien, qui est anesthésiste et qui travaille en même temps que Tarek et qui est son meilleur ami. Et puis, il y a Amal, la femme de Roger. De Roger. Bon, maintenant, on peut commencer. Voilà, Tarek et Roger donc, sont deux jeunes Libanais qui sont tous les deux du Sud. L'un est de Tyr, l'autre de Cana. Et peut-être que vous l'ignorez, mais il y a une assez grande communauté chrétienne à Cana. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, ils ont fait l'école primaire ensemble, secondaire ensemble. Ils sont partis en France faire des études ensemble. Et puis alors, ce duo islamo-chrétien, bon, ça me tient à cœur parce que j'étais dans différentes écoles, lycées, etc. Et j'ai toujours côtoyé donc musulmans, j'ai toujours côtoyé des chrétiens. Donc pourquoi ne pas en parler dans mon livre? C'est pas utopique. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Je dirais que c'était une vérité tellement flagrante, tellement courante que... Oui, et ce qui est très beau, c'est que justement, vous en parlez comme d'une vérité véritable, c'est-à-dire que ça, autrement, oui, autrement serait inacceptable. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est le contraire qui aurait étonné, peut-être. Ouais. Donc, après avoir terminé leurs études, l'un est chirurgien, l'autre est anesthésiste, ça se complète. Donc l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et justement, c'est à cause de cette affinité que l'un a pour l'autre, vu leur enfance commune, etc., leur origine commune, et ça, il faudra que j'y revienne. Oui, bien sûr.
Et donc, ils reviennent ensemble, et puis humanitaires tous les deux comme ils sont, et ils se portent volontaires au sein d'une organisation humanitaire, le Secours populaire. Avant le retour au Liban, je voudrais citer quelques phrases de votre livre Ouais. qui vont nous donner un peu la personnalité de Tarek, sa psychologie, son personnage, quand il se demandait s'il devait ou pas revenir au Liban. Alors, et il est vrai que tout le long du livre, vous vous insurgez contre les massacres et les tueries de civils. Et Tarek aussi, il se dit, à un moment donné, il y a eu un carnage de civils. Et Tarek... Il a regardé à la télévision. Exactement. Il était encore à l'étranger. Voilà. C'était avant qu'il ne rentre. Il se disait, je rentre pas. Donc il a ce choc à la télévision. Et il se dit, Tarek, il se dit que des miliciens meurent, cela pouvait se concevoir puisqu'ils s'entretuaient. D'accord ? Puisqu'ils sont armés. C'est leur choix, ils sont armés et tout ce qu'il faut. Par contre, quand il s'agissait de civils qui n'y étaient pour rien, cela le torturait, le secouait. Ah oui. Il était touché au plus profond de son être. Et c'était pour eux qu'il avait décidé de rentrer. Exactement. Il ne voulait pas se détester, se sentir lâche. Alors là, c'est très beau. Il ne voulait pas leur tourner le dos. Donc, il voulait assumer et rentrer. C'est responsabilité. Et vous continuez, une sorte d'amour-propre le rongeait. On ne peut pas toujours compter sur l'aide des étrangers. C'est formidable, cet élan d'amour-propre. Oui, il faut que je rentre. Effectivement, là, on avait vu défiler des secours durant les 15 ans de guerre civile. Personnellement, j'ai opéré avec des Soudanais, du Soudan. J'ai opéré avec des Polonais, j'ai opéré pendant justement à partir de 80, 81, là, après donc mon séjour après ma rentrée donc, au Liban, faut dire que j'ai opéré avec des équipes vraiment de partout. Il faut dire que le récit se passe de 81, n'est-ce pas? Ensuite, il va y avoir... plutôt 82, printemps 82. Juste avant l'invasion israélienne. C'est ça, voilà. c'est ça. Voilà. Disons printemps ou 82 au début, etc. Et puis jusqu'à arriver au point culminant donc, de l'histoire et du drame et du mur. Donc, ce qu'avait constitué l'invasion israélienne. Oui. Ouais. Donc, à l'étranger, bien sûr, en tant que Libanais, j'étais toujours fidèle à ce qui se passait chez moi, etc. Je ne l'ai jamais vécu en tant qu'étranger ou en tant que désintéressé. Non, 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 c'était tout à fait le contraire. Et puis, justement, je le dis tout modestement, je suis rentré au Liban où j'avais pas de famille, j'avais aucun lien familial. Et je suis rentré par pur sentiment de devoir. Je ne suis pas en train là de me jeter de roses. Non, mais je suis comme ça. J'ai une carte d'identité libanaise. Écoutez, pour se faciliter la vie, on a compris que quand vous dites « je », donc c'est « Tarek ». Donc vous êtes rentré parce que vous êtes libanais et que vous refusez le massacre des civils. Et c'était un premier pas à ce que vous appelez ensuite le plus grand drame, qui va également... Alors, on va d'appartenance en appartenance, c'est-à-dire que Tarek, donc vous, rentre dans un premier temps au Liban. Et ensuite, de Beyrouth, où il opérait en compagnie de Polonais et de Sénégalais, toujours avec Roger, il se joint au Secours populaire qui décide de monter un hôpital à Tyr. Tyr, c'est sa ville natale, votre ville natale, je suppose aussi. Donc, étant donné qu'on va d'appartenance en appartenance, il ne se suffit pas de rester à Beyrouth, mais il veut aller juste retrouver ses racines. C'est la nécessité du roman. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est une drôle de coïncidence. On a demandé à quelqu'un, sans lui demander, sans savoir d'où c'est qu'il venait, de quel patelin de Liban il venait, on lui a dit, écoutez, là, il nous faut urgemment monter un hôpital, ok, à Tyr. Les rumeurs courent comme quoi une invasion imminente israélienne, ok, peut se produire à n'importe quel moment. Donc, écoutez, docteur Tarek, allez-y,
voilà, nous vous offrons, choisissez l'équipe que vous voulez, etc. Nous avons tout le matériel, etc. Et allez-y, juste en cas où cette éventuelle invasion se produise, au moins nous avons de quoi secourir donc notre population. Bon, Tarek est un humanitaire, et puis heureusement de plus. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est une des raisons peut-être cachées qui le motivait, qui le, justement à franchir, enfin, à aller justement à faire ce trajet, à aller s'installer à Tyr. Alors là, justement, le fait qu'il a décidé d'aller à Tyr, il va connaître, docteur Tarek, deux tiraillements, si je peux dire. Ah non, ils étaient ensemble. Non, il va devoir se séparer en principe momentanément de l'amour de sa vie qu'il venait de rencontrer, Racha, ouais. donc Racha. Et à ce sujet, pourquoi est-ce que vous avez décidé qu'il devait la rencontrer à une exposition de peinture en pleine guerre? Ça aurait pu être sur le trottoir. Oui. Ça aurait pu être dans une, je sais pas moi, dans un café. Mais pourquoi le ministère de la salle de verre du ministère de l'Information à Hamra? Il y a quelque chose derrière ça ou Ici, il y a quelque chose qui, à mon avis, qui apporte un certain esthétique au roman. Parce que je voulais justement parler de peinture. On va entretenir le suspense, parce qu'on va prendre un petit break publicitaire et on retourne tout de suite. D'accord. Alors, docteur Taran, nous disions que donc docteur Tarek avait rencontré Racha à la salle de verre du ministère de la Culture et vous avez mis la peinture, vous avez mis la musique classique, Tchaïkovski, c'est un vraiment et en fait ça existait. C'est faux de dire que ça n'existait pas, mais les expos publics pas trop quand même. Mais donc pourquoi vous avez choisi ce lieu-là? Le lieu, ça aurait pu être n'importe lequel, comme je vous disais tout à l'heure, un trottoir, un café, une surprise partie ou n'importe où, mais je voulais quand même parler de la peinture, comme d'ailleurs je parle du piano ou des ballerines de Degas, justement parce que tout ça s'oppose aux atrocités de la guerre. Que si d'un côté il y avait cette guerre dont on était les pions, le robot, manipulé. Donc, il y avait des choses belles, de très belles choses dans la vie. Entre autres, la musique classique, Tchaïkovski, la danse classique, le piano. Racha, elle était belle aussi. Elle était belle physiquement, mais elle était belle encore plus, davantage, quand elle jouait du Tchaïkovski, qu'il adorait. D'ailleurs, il y a une scène merveilleuse où Racha joue au piano. Et il y a une petite ballerine donc elle donnait qui suivait un cours de danse et Racha jouait au piano. Et Tarek va la retrouver au conservatoire, qui est pas loin de la... Il va découvrir cette scène, il s'y attendait pas. Il est allé voir Racha pour lui annoncer la mauvaise nouvelle pour elle. Justement, que ça y est, sa décision est prise, il va à Tyr. Oui. Chose qui ne l'accommodait pas. Bon. Et puis alors, avant d'adresser la parole à Racha, fasciné par cette scène de la petite ange, enfin de cette petite ballerine, justement en train de danser sur une belle musique au piano par Racha, justement, il regarde, et j'ai insisté là-dessus, il regarde, il est ébloui là, il n'est plus au Liban, c'est plus là, c'est plus le conservatoire. Ce conservatoire, il n'est plus justement placé sur la ligne de démarcation, il est quelque part ailleurs. Il est complètement extrait de cette ambiance de guerre, etc. Et fasciné, il regarde, il contemple, il trouve une certaine, je dirais même une jouissance que, tiens, en période de guerre, il y a de la beauté, il y a quelque chose, il y a des petits coins où on peut déjà trouver ce genre de scènes tellement belles, tellement beaux à voir qu'il est transposé. Malheureusement, il n'a pas pu jouir de ça longtemps parce que, bon, il y a des bombes tout de suite. Et puis, il court comme un fou à la place où ça canonne de tous les côtés. Justement. Et vous dites, il crie, arrêtez. Et vous l'écrivez de telle manière qu'on le voit. On le voit débouler sur cette place et on le voit s'insurger contre ce contretemps
justement. triste. C'est la façon dont il l'a crié, arrêtez, il l'a martelé, et ça sortait pas de sa langue, pas de sa bouche, ça sortait de tout son être. Ok. C'est justement pour comparer ces deux mondes. Donc, l'intensité avec laquelle il a crié ce arrêté, était proportionnelle à cette intensité, à ce décalage, à ce déphasage, entre justement cette beauté et la morbidité. Et ce qui est juste advenu subitement, des tirs d'artillerie qui est venu justement rompre cette contemplation, cette beauté, etc. Et donc le ramener, alors qu'il s'était soustrait, de le ramener donc à Beyrouth, alors qu'il lui semblait que c'était un autre monde. Et le soir même, ou peut-être le lendemain, il dîne une dernière fois avec Racha. Il se promène sur la corniche avant d'aller à Sour, à Tyr. Et là aussi, il y a une chose qui m'a attiré l'attention, parce que bon, ils étaient en train de se promener sur la corniche, et vous avez, et vous dites que, vous dites, il est des non-dits qui donnent toute sa saveur à l'échange. Alors, il y a eu un silence entre eux, ils se sont promenés, et puis ni Tariq n'osait trop insister, ni Racha non plus. Et je trouve que c'est très beau cette phrase, il est des non-dits qui donnent toute sa saveur à l'échange. Un peu plus tard, pour revenir aux oasis de vie et de beauté, un peu plus tard, il propose donc à Racha de l'amener prendre un pot quelque part, et vous dites, parce qu'il y a des rares endroits qui refusent la mort à leur manière. Et donc, ouais, je crois que c'est pour cette raison nous... Et n'était-ce ces îlots, je pense, le Liban, effectivement, en entier, serait mort. Et ces îlots-là... Pour cette raison, nous avons survécu. Mais c'est justement, c'est grâce à ces petites oasis éparpillées par-ci, par-là. Le fait d'espérer, ou le fait d'être Tarek, mais c'est déjà une révolte contre ce qui se passe. C'est grâce à ces révoltés, justement, à ces insurgés, que ça a pris 15 ans, moi je dirais 17 ans, mais nous avons quand même survécu, justement, à cause de ces états d'âme, à cause de ces gens-là qui ont pu justement éprouver ces états d'âme. C'est justement parce qu'ils étaient contre ça. Et pourtant, en tant que chirurgien, je peux dire qu'il était au premier degré, il était sur le terrain, le nez dans les garrots. Il était en avant-garde, justement, il était au devant de la scène, de toutes ces atrocités. Comment est-ce qu'il réussissait à prendre des fois du recul, on se le demande. Mais justement, c'est qu'il se forçait, en lui-même, il y avait une certaine pureté, un certain puritanisme, une bonté, qui fait qu'une fois qu'il sort de la salle d'opération, il se retrouvait. Bon, bien sûr, par exemple, quand il a amputé un petit enfant, un jeune enfant, il était révolté. Et quand on n'ampute pas des mains à des gamins, jamais. Médicalement, chirurgicalement parlant, un chirurgien n'est jamais amené à amputer la main d'un enfant. On peut amputer les pieds, oui, mais la main, à moins que ce soit donc un traumatisme, une explosion justement de grenade, etc. Okay. Jamais, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie qui amène un chirurgien à amputer la main. Il y a un cancer des os, bon, d'accord, ça frappe les pieds, les jambes, etc. Et puis lorsqu'il défie, lorsque justement il raconte à Racha que ce qu'il a éprouvé, ce qu'il a senti, quand avec la scie, il coupait la main à l'enfant. Et justement, il expliquait à Racha que même son professeur, celui qui lui a appris la chirurgie, il n'a jamais eu à le faire. Donc, par conséquent, il n'a jamais eu, justement, à sentir ce que lui a ressenti, justement, en amputant la main de l'enfant. Donc, c'était pour lui un avantage sur son professeur. Un bien désagréable avantage. Oui, d'accord. Enfin, là, je parle sur le plan professionnel, oui. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et donc, Tarek, au fond, c'est quelqu'un de très humanitaire, etc. Et même en opérant, quand il ne dit rien, il pense.
justement, il pense aux causes, il pense justement aux circonstances qui ont poussé cet homme, ou ce milicien, ou ce civil, innocent, allongé sur la table d'opération, tu vois, ce qui a poussé donc cette personne-là à s'étendre sur la table d'opération, et justement pour que Tarek performe, voilà, l'opère et justement le ressuscite. Mais ceci dit, en passant, Tarek ne manquera jamais à son devoir, c'est-à-dire on ne l'attrapera jamais en train de rêvasser à un monde meilleur. Il est toujours là, toujours sur le terrain, toujours en train de et c'est pour cette raison il souffrait plus que les autres. Il souffrait plus que Roger. C'est facile d'être médecin et d'avoir la fibre sentimentale. Est-ce que ça, pour exercer le métier, est-ce que c'est pas un peu embêtant? Il ne faut pas un peu taire la fibre sentimentale ou pas nécessairement? Au contraire, c'est très beau d'être chirurgien et d'être sentimental. Enfin, je ne veux pas faire d'analogie, c'est Docteur Givago. Non mais c'est vrai, c'est Docteur Givago. C'est avoir justement cet amour, enfin, pour l'humain, pour l'être humain, pour le corps, pour l'âme, etc. Et justement être amené à faire de la chirurgie qui est pure, organique, etc. Je ne sais pas si vous me ça, c'est pas mal comme analogie. On va toujours, pour rester dans le suspense, évidemment, on ne va pas raconter la suite des événements à nos téléspectateurs. Ceux qui seront intéressés par le livre le verront bien, et je recommande vivement la lecture de ce livre. Docteur Taran, je vous remercie d'être venu parmi nous. Et mes chers amis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour à la même heure, Inch'Allah.